Bonjour, que se passe-t-il sur le Bitcoin et l'Ethereum? C'est ce que nous allons voir dans l'analyse du jour. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un petit pouce bleu et bien sûr de laisser un petit commentaire. Donc aujourd'hui, ça va être une vidéo plutôt rapide, je pense, car on a bien fait le tour dans les analyses précédentes de tous les time frames, court, moyen, long terme. Donc on va voir ce qui se passe sur le court terme sur le Bitcoin et on ira jeter un petit coup d'œil à l'Ethereum parce que vous êtes beaucoup à me l'avoir demandé. Donc, on va commencer comme d'habitude par la cryptomap. La cryptomap du jour, elle est plutôt rouge, malgré quelques altcoins qui sont en vert, comme LDO, Osmo, Atom, Compound, QND et Cell. Bref, l'ensemble des altcoins, sinon, ils ont environ des chutes de 2 à 20%. En gros, ils suivent le Bitcoin et l'Ethereum, comme d'habitude. Le CryptoFear, autour de 28, donc pas grand changement, on va pas s'attarder dessus. On va passer directement au Bitcoin. Donc, on en était où sur le Bitcoin? On avait une hausse qui s'apparente théoriquement, alors potentiellement plutôt, si on a trouvé un bottom ici, à une première vague haussière. Donc on s'attendait, après avoir atteint les objectifs, c'est-à-dire les objectifs, on avait vu qu'il y avait une vague 1, 2, 3, 4, 5, on avait calculé que le premier objectif de la vague 5 se trouvait ici, notamment également sur le bas de la zone de rechargement de short, donc zone de rechargement de short du dernier mouvement baissier, que je vais vous remettre ici. Alors là, c'est décalé, c'est parce qu'on doit être en mode logarithmique. Hop, voilà. Donc les 0,618. Donc c'est pour ça que il y a deux vidéos, je vous avais dit ne surtout pas acheter ici. Au contraire, c'est le moment d'ouvrir des shirts pour ceux qui veulent prendre un shirt tout simplement. Donc de là, on a eu un fort rejet, même un très fort rejet. Hein. Bon, c'était dû également à l'annonce des chiffres aux États-Unis. Pas le rejet, mais du moins la puissance du rejet était due à ça. Et également à l'augmentation du dollar. Donc on est venu, il y avait deux possibilités. Soit on allait potentiellement s'arrêter ici. C'est tout simplement, alors on va remettre un Fibo dans l'autre sens. Pareil, hein, si on est dans une vague 1, donc on cherche à atteindre des objectifs de vague 2. Et je dis bien si parce que c'est pas du tout sûr, comme allez voir les analyses précédentes. Donc l'objectif théorique d'une vague 2, c'est les 0,5, 0,618. Seulement, je vous avais dit, c'est une cible un peu trop évidente. C'est le support ici, c'est les 20 000 $, c'est la zone des 0,5, 0,618. Donc pour moi, il y a peu de chances qu'on s'arrête ici, mais on ira plutôt rechercher tout simplement la zone en dessous, les 0,786 au 0,854. Voilà. Donc, avec la bougie d'aujourd'hui, c'est chose faite. On est parfaitement allé rechercher les 0,786. Alors, la chute n'est peut-être pas finie. Hein, on peut aller plus bas, hein, rechercher le bas de la zone. Ou même aller beaucoup plus bas si on n'est pas, bien entendu, dans une vague 2. Que je vous le rappelle, si on a un bottom ici, on a fait une vague 1, 2, et ensuite on va continuer à monter, 3, 4, 5. Si par contre, on n'a pas trouvé de bottom et que notre... Alors, on va s'enlever le graphique pour y voir plus clair et on va passer en daily et qu'on est toujours dans la dernière vague, je vous rappelle, la théorie, on est dans une flat en 5 mouvements, donc 1, 2, 3, 4, 5. Si cette vague 5 n'est pas finie et qu'on a juste fait un premier mouvement, 2, on va encore faire 3, 4, 5 pour aller voir beaucoup plus bas. Voilà, si on n'est pas dans ce cas de figure et qu'on a trouvé un bottom, eh bien, la zone d'achat parfaite se trouve donc ici. Voilà. Donc maintenant, on va aller voir les plus petits time frames pour voir qu'est-ce qui se passe. Et donc, on va changer de graphique pour avoir un graphique bien épuré. Donc, hop, comme d'hab, une fois que je quitte le graphique, il m'efface une partie de mes repères. C'est pas grave, on va se les remettre rapidement. Donc là, on est en 1 heure. Qu'est-ce qui se passe en 1 heure? Vous pouvez voir qu'on a une zone de résistance ici, au niveau des 20 400 $. Vous pouvez voir qu'on fait des bas de plus en plus bas. Donc là, là. Alors, à l'inverse, sur le RSI, on fait des bas de plus en plus haut. Donc c'est une divergence haussière. C'est même une double divergence haussière. La première divergence, ici, a été validée, parce qu'on a cassé ce niveau-là. On va se mettre des petits dessins. On va faire beaucoup de... Aujourd'hui, d'apprentissage. Ça fait longtemps. Voilà. Pour valider la divergence, il faut casser le top ici. Donc la première divergence a été validée. Ensuite, on pouvait supposer, et je dis bien on pouvait supposer, que vu qu'on avait
une divergence, on pourrait continuer à monter. Et on avait en même temps, alors attendez, il faut que je retrouve, c'est pas ici, si, voilà. Une potentielle, et je dis bien potentielle, épaule, tête-épaule, inversée. Alors d'ailleurs, je partage tout en général sur Twitter, hein. J'ai repris Twitter, enfin je me suis remis à vous relâcher des petits graphiques sur Twitter, donc n'hésitez pas, il y a le lien en dessous de la vidéo, sinon c'est tout simplement Tala Crypto. Donc n'hésitez pas à me suivre sur Twitter si ce n'est pas déjà fait. Donc je disais qu'on avait une potentielle épaule-tête-épaule. Bien entendu, une épaule tête-épaule ne se joue qu'à la validation, c'est-à-dire il faut casser la ligne de coup. C'est notre fameuse ligne de résistance orange. Sinon, ça reste que potentiel. Voilà. Donc, bah, ça s'est pas fait, on n'a pas cassé la ligne de coup, on a rechuté pour aller notamment justement chercher cette fameuse zone. On va passer en 4 heures. Hop, voilà, comme vous pouvez le voir. Parce que ici, on n'avait pas atteint, on s'est arrêté un peu au milieu nulle part. C'est pour ça que l'épaule tête-épaule, même si elle était sous divergence haussière, j'y croyais pas trop, parce que moi j'aime bien qu'on atteigne des zones un peu plus carrées, ça veut dire vraiment des targets Fibonacci. Là, on était un peu au milieu du vide. Alors ça veut pas dire de temps en temps ça arrive qu'on s'arrête au milieu du vide, mais moi je préfère qu'on atteigne vraiment des cibles adéquates. Donc, ça n'empêche pas que je surveillais quand même cette épaule tête-épaule, et si on aurait eu la cassure haussière, j'aurais peut-être pris un trade. Voilà, c'est pour ça que je voulais partager. Mais encore une fois, tant que c'est pas validé, tant qu'on n'a pas cassé la ligne de coup, il n'y a rien à faire. À la rigueur, si vous voulez faire quelque chose, c'est plutôt prendre un short. Pourquoi? Bah, tout simplement parce que on est sous une résistance. Donc sous une résistance, on n'ouvre surtout pas de longue. Si vous voulez ouvrir quelque chose sous une résistance, c'est plutôt un short. Voilà. Par contre, si on casse la ligne de coup et qu'on passe sur une résistance, surtout s'il y a un pullback et un retest, là c'est le bon moment pour tenter un long. Alors, nous justement, on va reprendre un peu, vu que ça fait un moment, puis il y a des nouveaux sur la chaîne quand même, je pense. Ma méthode de trading à moi. Alors moi, pour prendre un trade, j'attends 3 confirmations. Alors, il me faut une localisation. Alors, c'est quoi une localisation? Alors, une localisation, ça peut être plusieurs choses. Ça peut être, alors on va parler pour un long par exemple, mais c'est l'inverse sur un short. Ça peut être un support, voilà, un support horizontal. Donc, on arrive sur un support horizontal, ça peut être une position. Ça peut être également arriver sur un support de trendline. Ça peut être arriver, comme ici, sur un niveau Fibonacci. Voilà, tout ça, c'est des positions. Ensuite, il nous faut une structure. Alors, c'est quoi une structure? Une structure peut prendre différentes formes. Ça peut être une accumulation de Wyckoff. Ça peut être des vagues d'Elliott. Les vagues d'Elliott, en quelque sorte, c'est une structure. Ça peut être, comme ici, une potentielle épaule tête-épaule inversée ou toute autre figure chartiste. Voilà, donc une structure, ça peut prendre différentes formes. La structure, ça peut être également un triangle, la cassure d'un triangle, etc., etc. Et pour finir, il me faut une confirmation indicateur ou momentum. Donc, vous pouvez prendre un RSI, un MACD, ou MACD ou tout autre indicateur de momentum, parce qu'il y a pas mal d'indicateurs de momentum, mais vous pouvez également prendre Ishimoku ou vos indicateurs préférés. Voilà. Et essayez d'avoir toujours une confirmation indicateur. Et ça, pour moi, c'est les 3 prérequis pour passer en trade. Alors, une divergence, est-ce que c'est une confirmation indicateur? Non, une divergence n'est pas une confirmation indicateur. Une divergence, c'est l'inverse. C'est quelque chose qui nous prévient, qui nous dise attention. Voilà, par exemple, ici, on avait une divergence haussière. Ça ne confirme rien du tout. Au contraire, ça nous prévient avant même d'avoir la structure, voire même la position et la confirmation indicateur. Ça nous prévient qu'il se passe quelque chose et qu'il va peut-être avoir un coup à jouer. Voilà, donc c'est quelque chose avant. Donc c'est surtout pas une confirmation, une divergence. Ça, faut bien en être conscient. Voilà, c'est quelque chose qui nous dit attention, il se passe quelque chose, il va peut-être avoir un trade à jouer, donc on surveille. Ensuite, on attend la localisation, la structure qui se dessine, et pour confirmer, la confirmation indicateur. Voilà, donc ça, c'est les 3 prérequis, pour moi, pour prendre un trade. Donc là, par exemple, dans cet exemple, on avait la divergence qui nous a prévenu. La localisation,
bah, on n'avait pas grand-chose, donc on n'avait pas de localisation, et on avait une structure qui se dessinait. Voilà. Donc on ne prend pas de trade, à part si on aurait cassé, parce qu'on aurait eu la localisation, c'est-à-dire qu'on repasse enfin, ou par-dessus une résistance, donc qui devient support, donc on est sur un support, donc on aurait eu la localisation, on aurait eu la structure, l'épaule tête-épaule, et la confirmation indicateur, on aurait sûrement pu la trouver sur un indicateur ou un autre. Bref, on n'avait pas tout ça, donc on ne rentre pas en trade. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? On a une deuxième divergence. Alors, vous savez qu'en général, quand la première ne marche pas, la deuxième a plus de chances de marcher. Attention, ce n'est pas toujours le cas. Mais en général, il y a plus de chances, la deuxième divergence, qu'elle fonctionne si la première a loupé. Donc là, on fait un deuxième plus bas et un deuxième plus haut. Attention, encore une fois, c'est toujours une divergence potentielle. Tout simplement parce que maintenant, pour valider cette deuxième divergence, il faudra casser ce niveau-là. Voilà, comme ici, il fallait casser ce niveau-là, là, il faut casser ce niveau-là. Pour l'instant, ça reste une divergence potentielle, ce n'est pas une divergence validée. Donc, vous voyez, là, si on reprend la chute et qu'on rechute, et qu'on passe sous ce niveau-là, hop, sous ce niveau-là, divergence annulée. Voilà, donc pour l'instant, c'est seulement une divergence potentielle, et c'est que quand on va casser ce niveau-là, que la divergence sera validée. Et bien entendu, sur le graphique, ça correspondra probablement à la cassure de cette résistance. Voilà. D'ailleurs, ici, ça pourrait également s'apparenter à une sorte de mini-accumulation de Wyckoff. Vous voyez, on fait un plus bas, on vient tester ce niveau, on refait un plus bas, léger plus bas, on revient encore une fois, teste ce niveau, et on finit par une sorte de spring avec un dernier plus bas. Donc bien entendu, comme l'épaule tête-épaule, c'est une mini-accumulation de Wyckoff théorique. Hein. Pour la valider, il faudra également casser ce niveau. Voilà. Et en général, on casse ce niveau et même il y a un retest ensuite. Et le retest, c'est le meilleur moment pour entrer en trade. Mais vous pouvez également jouer la cassure haussière. Voilà, donc ça, c'était pour le petit time frame sur le Bitcoin. On ne va pas aller voir les autres indicateurs parce que tout simplement, il n'y a pas eu de changement depuis les analyses précédentes. Hein. Donc je vous invite à aller voir les dernières analyses. On a fait des analyses sur le weekly, sur le daily, sur le 3 jours, sur les petits time frames. Enfin bref, dans les 3 dernières vidéos, on a fait tout le travail sur du court, moyen et long terme. On va plutôt s'intéresser un petit peu à l'Ethereum. Alors, l'Ethereum, ça fait longtemps qu'on n'a pas jeté un œil sur l'Ethereum, mais il ne s'est pas passé grand-chose, si ce n'est... Alors, on va se mettre... Hop. Alors, la trendline n'est pas d'une propreté irréprochable, mais elle fait le taf quand même. Vous voyez là, on est rejet, rejet, rejet avec un mini fake out, rejet, rejet. Là, encore une fois, rejet avec un mini fake out. Et là, est-ce que encore une fois, ça va être un rejet avec un mini fake out ou c'est un pullback? Eh bien, on saura ça à la fin de la semaine probablement. Si on clôture en dessous, ce sera encore une fois un rejet. Si par contre on clôture au-dessus, ça pourrait, alors il faudrait peut-être essayer de la mettre un peu plus propre la trendline. Il faudrait peut-être la mettre un peu plus, le plus propre possible. Voilà, comme ça peut-être. Ouais, non, vous voyez, c'est un rejet pour l'instant. Donc attention, la semaine n'est pas clôturée. On pourrait très bien clôturer la semaine au-dessus. Donc c'est pas un pullback. Sur ici, on pourrait croire que c'est un pullback, mais voilà, c'est pas précis. Mais non, c'est encore une fois un rejet, tout simplement. Donc il y a cette trendline à passer sur l'Ethereum, déjà. Chose avec le RSI. Ensuite, on va enlever le RSI et on va s'intéresser au graphique, parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas acheté un œil. Donc déjà, on a une trendline qui prend en compte les deux plus bas. Voilà, donc celui-là, sans prendre en compte les mèches, on a pris juste les corps de bougie. Et vous pouvez voir qu'on a pratiquement été rechercher ce niveau-là, mais on l'a pas touché. Ensuite, on a un gros rectangle vert. C'est quoi le gros rectangle vert? C'est tout simplement les niveaux d'achat que je vous avais donnés sur l'Ethereum, les niveaux d'achat idéal pour acheter de l'Ethereum sur du long terme. Tout simplement, hein, on a fait le travail comme sur le Bitcoin. On a pris, pour moi, le bottom, hein, le top, le tout, bien entendu, vu que c'est du long terme, en logarithmique. Et on a pris le niveau 0,382, 0,5. Voilà, ça veut dire le point d'achat idéal pour l'Ethereum. Donc, comme vous pouvez voir, on est parfaitement venu chercher les 0,382.
à plusieurs reprises. D'ailleurs, on n'a jamais clôturé en dessous. On a fait une grande mèche, une petite mèche, une mèche, encore une mèche. Donc vous avez vu quand même, on est en weekly, hein, donc 1, 2, 3, 4, 5 semaines pour acheter les 0,38,2. Donc niveau d'achat idéal. Alors maintenant, la question se pose. Est-ce qu'on est comme dans le Bitcoin dans une flat, c'est-à-dire A, B, C, avec une vague 1 en 3 mouvements, 1, 2, 3, une vague 2 B en 3 mouvements, 1, 2, 3, et une vague C en 3 mouvements, en 5 mouvements, excusez-moi, 1, 2, 3, 4 et 5. Alors, peut-être qu'on verra ça dans une analyse ultérieure où on essaiera de voir tout ça en détail, mais quoi qu'il en soit, aujourd'hui, on va garder les deux scénarios en tête. Donc, si on est dans une flat, 1, 2, 3, 4, 5. La 5 me paraît vraiment très courte. Alors, vous savez que sur le Bitcoin, on a potentiellement fait une 5 tronquée, mais là, elle est vraiment énormément tronquée. Vous voyez, la 5 est vraiment très faible. Ça ressemble plus, pour le moment, attention, je dis pour le moment, à une vague 2. Donc, ce serait le deuxième scénario, c'est-à-dire qu'on a trouvé un bottom ici, que le top s'est fait ici et qu'on a fait une correction en 3 vagues. Alors, ABC ou WXY, hein, on ne va pas rentrer dans les détails aujourd'hui, c'est 3 vagues baissières. 1, 2, 3. Potentiellement un bottom ici. Et là, on est potentiellement déjà à repartir à la hausse. Donc, on aurait fait probablement une vague 1 là, et là, on est en train de construire une vague 2. Alors, une vague 2 qui, du coup, potentiellement, va se faire en 3 mouvements baissiers également. Donc, alors, je mets des ABC, hein, mais ça peut être des WXY. Hein. A, donc potentiellement une B, et une C pour aller rechercher. C'est pour ça que je vous ai mis un petit rectangle vert, si on est dans ce cas de figure. Eh bien, ici, parce que si on en est une vague 1 et 2, eh bien, on a fait une vague 1, hop, et on attend une vague 2, ensuite 3, 4 et 5. Bref, vous avez compris le truc. Donc, pareil, hein, toujours, j'ai mis un petit fibo à partir du bas jusqu'au sommet, et les 0,5, 0,618, c'est la target idéale. Bien entendu, on pourrait aller plus bas, hein, chercher les 0,786, mais ça, c'est la target déjà idéale. Bien entendu, ça, c'est le cas de figure où on a trouvé un bottom ici et qu'on est déjà reparti à la hausse. Si par contre, on est dans une flat, eh bien, effectivement, on pourrait avoir fait une flat tronquée qui termine ici, mais moi, j'y crois pas trop. Voilà. Je pense que si on est dans une flat, on va rechuter un peu. On va aller rechercher soit un double bottom, voilà, pour terminer. Alors, dans ce cas-là, je vais vous mettre la flat. Hein. Donc, la flat, c'est que 5 mouvements baissiers. 1, 2, 3, 4. Donc, soit je vois un double bottom. D'ailleurs, si jamais ça prenait un peu de temps et qu'on arrivait là, ce serait parfait. Donc, ce serait toujours une flat tronquée, vu que c'est un double, on ne fait pas de nouveau plus bas. Donc, aller rechercher une nouvelle fois les 0,382 et en plus la trendline, ce serait vraiment un point d'achat magnifique. Ou soit, si on devait faire un nouveau plus bas, bah, aller rechercher tout simplement les 0,5, donc le bas du rectangle, vers les 684 $. Bien entendu, ça arrivera probablement uniquement si le Bitcoin fait des nouveaux plus bas et va rechercher, je pense, les 15 000 $. L'Ethereum, quant à lui, il ira probablement rechercher les 600 ou 700 $. Donc, cette zone-là d'achat. Voilà, c'est les deux possibilités que je vois sur l'Ethereum. Sinon, à court terme, on a une petite trendline. Voilà, ici, qu'il y a bloqué ici, ici et ici. Et dans le passé, hein, je vous avais dit attention, quand on va casser cette trendline, bien entendu, faut s'attendre à une grosse chute et aller au moins rechercher ce niveau-là. Niveau très important, la ligne jaune, tout simplement parce que c'est le dernier top qu'on a eu en janvier 2018. Vous voyez, on est revenu le retester ici avant de monter. Là, on l'a testé ici. On remonte et là, encore une fois, on va revenir le tester. Donc, niveau assez important. Si on passe en dessous, il y a de fortes chances du coup que support, enfin ancienne résistance qui est devenue support, redevient résistance, redevient support. Si on repasse en dessous, ça redeviendra une résistance, bien évidemment. Ensuite, au niveau des indicateurs, donc on a déjà vu le RSI, le MACD, c'est comme le Bitcoin, il est passé bullish ici. On a eu toutes les confirmations ici, donc quasiment sur le haut. Et c'est toujours bullish, hein, il n'y a pas encore de signaux inverses qui dit qu'on va redescendre. Pour l'instant, c'est toujours bullish. Au niveau des moyennes mobiles, on va s'enlever le graphique pour y voir plus clair. Ce qu'on peut voir, c'est que c'est la EMA 21
Donc EMA, c'est moyenne mobile exponentielle 21 qui bloque depuis quasiment qu'on l'a cassé ici, donc aux 3700 $. Là, on a fait voilà, elle a bloqué ici. Là, on a fait une bougie de fake out et ensuite tout de suite réintégration. C'est pour ça que je vous dis, surtout sur du long terme, n'hésitez pas à attendre une bougie de confirmation. Ça, c'est la bougie de break et ensuite une bougie de confirmation. Là, la deuxième bougie, elle n'a pas confirmé, au contraire. Voilà, on est repassé en dessous. On l'a retesté une fois, deux fois. On a rechuté. Là, pareil, on est revenu la tester une fois, deux fois avec des petites mèches. On a rechuté. Et là encore, on a pratiquement retesté deux fois. Et encore, ça ne passe pas. Voilà. Donc, c'est vraiment cette moyenne mobile qu'il faudra passer pour espérer continuer la hausse. Donc, en ce moment, elle est aux environs des 1800 $. En support, on a la moyenne mobile 200. Mais j'aime pas trop la moyenne mobile 200 sur l'Ethereum parce que tout simplement, on n'a pas assez d'historique. Donc, du coup, vous voyez, elle commence ici au milieu de nulle part. Donc, elle nous apprend pas grand-chose malheureusement. Il faudrait peut-être se mettre la moyenne mobile. Il faudrait voir si on a une petite moyenne mobile 150. Si elle nous en apprend un peu plus. Parce que vraiment, la 200, elle nous est pas d'une grande utilité. Et la moyenne mobile 150 non plus. Donc voilà, il faudrait peut-être se limiter à ces moyennes mobiles-là. Maintenant, on peut peut-être aller voir du côté du ruban. Bon, bah voilà. Pareil, le ruban, comme la EMA 21, c'est lui qui fait résistance. On l'a cassé ici, on est venu le retester, rejet, petit fake out, on repart à la baisse, on est revenu le tester deux fois ici, et encore deux fois ici. Donc vous voyez, c'est vraiment ce niveau-là à passer, les 1800 $. Si on arrive à pénétrer dans le ruban, eh bien, on rejoindra probablement le haut du ruban vers les 2200 $. Et si jamais on passe les 2200 $, ce sera un signal aussi intéressant. Attention, toujours avec le ruban, la dernière confirmation se fera quand on aura un recroisement haussier des moyennes mobiles. Là, on est en mode baissier depuis ici. Vous voyez, ici, on est passé en dessous le ruban. Donc, signal baissier. Ici, sur cette bougie-là, confirmation, les moyennes mobiles sont passées en mode bearish. Et c'est pareil à l'inverse. On aura un signal haussier si on passe les 2200 $ et une confirmation quand on aura un croisement comme on a eu ici. Ouais, vous voyez là, on a un signal haussier et là, on a la confirmation et ensuite, on a pu avoir une très jolie hausse. Donc, 1800 $, 2200 $, les deux niveaux clés sur l'Ethereum. Est-ce que le super trend est un... Oh, pas grand chose, hein, 2290, donc vous voyez, il confirme un peu, enfin, même si on met le bas, 2250, il confirme le niveau de 2200 $ comme grosse résistance et comme niveau à battre. Et alors, j'ai perdu mon abonnement, il va falloir que je me réabonne. En daily, eh bien, 1800 $. Vous voyez donc, le super trend en daily et en weekly confirme les deux niveaux importants sur l'Ethereum, les 1800 $ et les 2200 $. On peut peut-être aller voir Ishimoku, qu'est-ce qui se passe du niveau Ishimoku. Donc en daily, bon, vous savez que j'aime pas trop Ishimoku en daily, hein, ça sert pas à grand chose. Mais comme vous pouvez le voir, on a été rejeté par le prix, par la lagging spine. Vous voyez que on n'a pas réussi à passer le prix là, on est rejeté. Et on a passé la Kijun, mais on a été rejeté par le haut du nuage. Voilà, donc le haut du nuage vers, encore une fois, pratiquement les 1800 $. Si on arrive à repasser déjà, parce que bah non, on est en dessous de la Kijun, en dessous de la Tenkan. Donc, et on est en train de travailler le bas du nuage. Donc si on clôture en bas du nuage, déjà c'est pas super bon signe parce qu'on sera totalement bearish en daily sur Ishimoku. Si par contre on arrive à réintégrer le nuage, eh bien il faudra passer la Kijun et la Tenkan. Techniquement, je pense que ça va se faire parce qu'en général, quand on pénètre ou quand on prend support sur le bas, on va revisiter le haut du nuage. Et ensuite, bah bien entendu, il faudra passer le haut du nuage vers les 1800 $ pour espérer aller rejoindre les 2200 $ dans un premier temps, voire ensuite beaucoup plus haut si on arrive à passer les 2200 $. Voilà, je pense que ça sera tout pour aujourd'hui. Vous inquiétez pas, l'Ethereum, on reviendra plus en détail un autre jour. Là, c'était juste pour avoir une petite vision globale de où on en était. Alors, je sais qu'il y en a souvent, ils me demandent pourquoi je ne parle pas de fondamental ou autre. Par exemple, aujourd'hui, il y a eu la merge de l'Ethereum qui est passé en Proof of Stake. Tout simplement parce que, alors, premièrement, c'est pas ma spécialité. Je suis pas économiste, je suis pas ingénieur, je suis pas codeur. Donc, je préfère parler des choses que je maîtrise à 100%. Voilà, je maîtrise pas tous ces domaines.
donc je préfère me focus sur des choses que je maîtrise, dont j'ai une maîtrise assez avancée. Voilà, c'est pas pour rien que avant de faire ma chaîne YouTube, j'ai fait des analyses pendant 4 ans sur TradingView et c'est seulement depuis un an et demi que je fais des analyses sur YouTube. Car même si je trade depuis 10 ans, heu, entre trader pour soi-même et partager son savoir, je pense qu'il faut acquérir un certain niveau de connaissance pour partager son savoir à des milliers de personnes. Voilà, alors je sais qu'il y a des youtubeurs, ils sont dans les cryptos depuis 6 mois et ils se lancent sur une chaîne YouTube, mais moi, c'est pas mon truc. Voilà, moi, si je partage, je sais qu'il y en a, ils écoutent les youtubeurs et ils prennent des décisions financières, des décisions importantes. Donc, j'ai attendu 4 ans avant de lancer la chaîne YouTube, c'est pas pour rien, parce que pendant ces 4 ans, j'en ai profité pour continuer à me former, pour m'améliorer et pour aller plus loin et pour, une fois que je sorte ma chaîne YouTube, pouvoir, apporter un travail de qualité. Voilà, c'est pour ça que je me concentre sur ce que je sais faire, c'est-à-dire le trading et l'analyse technique et je laisse l'analyse fondamentale et tout ce qui est, économique et tout ça à d'autres qui, ont plus de connaissances que moi. Deuxième raison, tout simplement parce que, vous le savez si vous me suivez depuis longtemps, et tous les traders ou les analystes, les vrais, vous le diront, tout est dans le graphique. Je veux dire, les événements, les news ou et cetera, tout est dans le graphique, hein. Vous voyez, par exemple, l'Ethereum, il y en a, ils vont vous dire: «Bon, bah, c'est pour la merge qu'on chute». Moi, je vais vous dire: «C'est parce qu'on arrive sur une trendline, c'est parce que on est en train de construire une A, B, C», donc voilà. C'est parce qu'on arrive sur des gros niveaux de résistance et j'ai pas besoin d'une news pour me dire qu'on arrive sur une résistance et qu'il y aura probablement un rejet. Voilà. Donc tout est dans le graphique. D'ailleurs, ceux qui me suivent depuis longtemps, je vous ai déjà montré maintes et maintes fois, je vous ai déjà donné les mouvements bien à l'avance, euh, avant que les news sortent, notamment enfin, dernière en date, hein, sur le Bitcoin. Hop, est-ce que je peux reprendre le graphique? J'ai plus le graphique. Voilà. Donc ici, c'était les chiffres aux États-Unis, CPI ou je ne sais plus quoi. Voilà, moi 2 jours avant, je vous ai prévenu, je vous ai dit: «Attention, là, on va sûrement avoir un rejet et une chute pour aller chercher cette zone-là ou cette zone-là». Voilà, j'ai pas attendu la news pour me dire qu'on allait, chuter. Donc tout est dans le graphique, donc j'ai pas besoin, d'analyse fondamentale. Bien entendu, je suis les news et cetera, mais c'est très rare que je m'en serve pour, mon investissement ou pour, trader. Alors bien sûr, si je fais des investissements sur des altcoins, là, bien entendu, je vais faire des analyses fondamentales pour voir si le projet est bon ou quoi. Mais le Bitcoin, j'ai pas besoin de faire d'analyse fondamentale. J'ai déjà fait mes analyses fondamentales pendant plusieurs années. Je connais le projet, je crois au projet, l'Ethereum aussi. Donc maintenant, je me concentre tout simplement sur les analyses techniques. Et c'est pour ça que je vous partage exclusivement des analyses techniques, graphiques et du trading. Voilà, donc on va s'arrêter là pour aujourd'hui. N'hésitez pas à mettre des questions si vous avez en commentaire ou tout simplement un petit commentaire pour soutenir la chaîne, un petit pouce bleu, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et on se retrouve, je pense, demain pour une nouvelle analyse. Sur ce, je vous souhaite une très bonne soirée et je vous dis à bientôt. Tchuss.